Il y a des producteurs qui travaillent et qui méritent qu'on leur fasse confiance en fait, parce qu'ils ont l'implication, ils ont la démarche, ils ont envie de faire bien et ils méritent de pouvoir vivre de leur métier et de pouvoir nourrir des bouches, quoi. Voilà. Moi c'est juste ça que nous on est là, on existe, quoi. On attend juste que les gens ils viennent à nous, quoi, et que voilà. Oh, mais il y a tellement de saveurs, c'est incroyable. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à la ferme Loubelotte avec Julia et Ludovic qui vont nous présenter comment ça se passe avec leurs vaches pour produire du lait. Venez avec moi. Donc là on part directement au niveau de la traite, c'est le matin et il y a deux façons de traiter. Il y a le matin, il y a deux moments pour traiter les vaches, le matin et le soir. Salut. Et coucou toi. Salut Julia. La journée de Ces Dames les Vaches commence en salle de traite, un lieu où nos éleveurs producteurs, Ludovic et Julia, prennent le temps de les examiner de la tête aux sabots. Nous y découvrons les réglementations exigeantes à suivre sur la qualité du lait, prenant en compte des règles d'hygiène et de santé appropriées, mais aussi un savoir-faire propre à la ferme sur la production du lait. On branche les griffes, ça part dans les tuyaux, ça va dans ce réservoir où il y a une sonde qui fait le réglage du lait. Et après, dès que ça arrive au niveau, ça pompe le lait et ça l'envoie dans la cuve à lait, dans le tank à lait. Juste là-bas. Et après, ils viennent prendre le lait tous les 2 jours de la laiterie. Donc vous le laissez dans le tank à lait et la laiterie vient le récupérer. Tous les 2 jours. Ouais. Ok. Et après, il faut qu'il soit à la première retraite, que le laitier est passé. Le soir, il faut que le lait il soit vite refroidi. Il faut qu'il tombe à 3 degrés rapidement pour éviter toutes ces bactéries. Il y a Voilà. une température à respecter. À respecter minima pour que le lait il se neutralise complètement. Parce que là, du coup, tu tires combien de lait par jour finalement en comptant toutes tes vaches? En moyenne, elles font 20 litres. J'en ai 25, donc ça fait 250 litres. 250 litres par jour. Voilà. Enfin, par traite. Par traite. Par traite. Matin et soir. Voilà. Donc 500 litres par jour. Ouais. Ah, c'est pas mal. Avant de brancher, on fait des premiers jets. On regarde par terre s'il n'y a pas des grumeaux. Tout ce qui est mamite, ça évite de brancher. Si jamais il y a des grumeaux, il y a une mamite pour la traiter. C'est quoi une mamite? C'est une bactérie qui se met dans le quartier et en fait ça se transforme en grumeaux. Ça fait comment dire? C'est un germe. Ouais, ça fait un germe et du coup ça fait que Ça coagule le lait. Ça fait, le crayon il peut même durcir, tu vois, ça peut carrément empêcher la sortie du lait et tout. Donc en fait c'est un des signes, du moins que tu vois visuellement. Après des fois t'as pas de grumeaux et elle est quand même contaminée et là on s'en aperçoit par les analyses. D'accord. Ah, tiens, regarde. Il y a un mort typiquement. Ah, tu vois, le lait il est comme caillé. Mais ça, on le sait, c'est une vache à problème. Et tu vois, donc là. c'est au début. Oui, après, tu vois, une fois que tu as tiré les premiers jets, le lait. Tu vois, Du coup, ça lui fait du bien. Si on et oui, c'est comme quand tu as un bouton entre guillemets où il y a du pus, tu vois, c'est bien que ça s'excuse. Super. C'est super là. La comparaison. La comparaison. Avec quoi les mamelles? Alors c'est de l'eau avec du savon, une base savonneuse. C'est pas un savon désinfectant antibactérien parce qu'en fait on veut garder les germes que tu peux avoir sur le crayon de manière extérieure parce que ça constitue les bactéries que tu retrouves aussi dans le lait. Et oui, des bonnes bactéries en fait. Donc si tu désinfectes, tu enlèves tout quoi. Après à la fin, on met ce produit, là c'est pour protéger la mamelle après la traite. Comme ça, quand elles repartent après se coucher ou par là,
ça permet de boucher le bout de la tétine, là, c'est là où sort le lait. D'accord. Et en fait, ce produit, dès qu'on le met, en fait, ça bouche. Voilà. Comme ça évite que ça se sèche et après ça ferme le quartier. Ça évite en fait que ça Que les microbes, après qu'il y ait les mammites ou autres, quand elles vont se coucher sur la litière, que les microbes repassent par le sphincter de la mamelle. Tu es obligé de traiter parce que sinon, après le quartier il s'abîme et après tu ne peux pas le rattraper. Quoi. Donc, il faut enlever cette inflammation. Elles peuvent faire une septicémie. Hein. Si ça monte trop, en fait, ça peut évoluer, c'est terrible. Quoi. Enfin, elles peuvent y passer. Quoi. Et le ça matin, nous est déjà arrivé. Tu vas la faire, t'as rien, le soir ça coule plus. Hein. Le lait ne coule pas, ça bloque. Ouais. Et quand elle est traitée, du coup, on ne tire pas le lait pour la consommation. Ah oui, pendant je ne sais plus combien de jours, 7. Ça dépend des produits, Ouais, ça 5 jours dépend. minimum. Ouais. Ouais. 5 jours minimum le traitement. Après la fin du traitement, il faut La fin du attendre 5 traitement, jours. 5 jours. Ouais, d'accord. Voilà. Parce que c'est vrai, il y a des polémiques comme quoi il y a des traitements, des antibiotiques dans le lait qu'on boit, mais en fait. Ah non, mais si non, tu il y a des respectes normes à les respecter. trucs. Ah oui, ah non, si tu respectes, tu peux pas avoir de loupé. Le plus cher, c'est les piqûres. Tout ce qu'on met en être à ma mère, ça a 5 jours. Après, il y a des piqûres où là tu piques vraiment, et là le délai il est plus grand. Et après, il faut faire gaffe à la viande. Parce qu'après, tu as le délai, ça peut arriver jusqu'à 62 jours que tu peux pas vendre la vache. Il faut qu'on anticipe aussi. C'est pas évident. Arrête, Mimi, tu arrêtes. Non, mais elle est venue quand même. Arrête. Après, c'est un métier qui peut être polyvalent. Quoi. Après, on peut être vétérinaire, on peut être travailler la terre, observatoire faire aussi. des naissances, on touche à tout. Quoi. L'alimentation, on ne peut pas se permettre d'appeler les vétérinaires à chaque fois pour un petit bobo. Quoi. Donc il faut connaître les traitements qu'il faut avoir, les précautions à avoir pour faire le traitement. Elle n'est pas contente, elle, hein, d'être filmée. Elle a mon caractère. On a du lait de caractère ici. Voilà, comme le fromage. Comme le fromage. Et oh, j'ai pas de caractère, moi. Non, non. C'est pas vrai. Et tu les connais par leur numéro ou elles ont un petit nom? Il n'y a que des vaches qu'on a ensemble, qu'on avait achetées à l'époque. On l'a acheté le jour où on s'est mis, un an après qu'on s'est mis ensemble. Oui, même pas. Oui, non. Voilà. Juju. Oh mon Dieu, non. C'est l'âge de notre couple. 14 ans. Si on élevage laitier, avoir des vaches de 14 ans, c'est rare. Des vaches comme elle, bon, elle fait des cellules, bon, là, on en a besoin, mais bon, à terme, elle va partir pour la boucherie, quoi, pour la réforme. Parce qu'on ne peut pas garder, on perd de l'argent. Quoi. Elles ne font pas de veaux, mais bon, elles nous font téter les autres veaux, mais bon, à terme, elle va diminuer en lactation et ça ne sert à rien de la garder. Quoi. À quel âge vous allez la réformer, enfin ce genre de vache? C'est 10 ans. Dans Ah, les mais- élevages laitiers, c'est à peu près Oh, 10 c'est ans. même moins si t'as vu dans l'émission qu'on avait Oui, fait. en fait, c'est des émissions, mais parce que les types, ils veulent avoir des vaches performantes, donc toutes les vaches qui commencent à déconner, hop, ils s'emmerdent pas, ils les balardent. Quoi. Surtout ceux qui ont des robots, tout ça, dès qu'ils ont des braguets un peu déformés comme ça, pour les robots de traite, ils ne les prennent pas. Donc, celle-là, elle a que 3 tétines. Mais elle fait autant de lait que si elle avait les 4. Donc eux au robot, ça, ils l'enlèvent. Oui, après c'est des gens qui poussent les vaches à faire des grosses quantités de lait, qu'ils les font produire pour qu'elles crachent du lait pour gagner de l'argent. Et tu parlais du cycle de la vache, que certaines, Juju par exemple, elle commence à être décyclée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour faire un veau, en fait, les vaches elles tombent en chaleur toutes les 3 semaines. Donc là, on les insémine. Soit elles prennent du premier coup, c'est bon. Il y a l'inséminateur qui vient, qui les fouille, qui me les contrôle au bout d'un mois après l'insémination pour me confirmer si le veau est bien dedans. Et si jamais elle ne prend pas, s'il vient contrôler au bout d'un mois que le veau n'est pas dedans, ou soit elle va retomber en chaleur au bout de 21 jours. Donc voilà, donc là on sait, et après si ça revient tous les 21 jours, qu'elle retombe en chaleur ou par là, c'est qu'elle ne prend pas.
Ou soit, mettons, au lieu de faire 21 jours, elle va passer à 25 ou 26 jours. Et si elle se redécale, et là on voit qu'elle ne trempe pas. Quoi. Ok, ouais. Et donc en fait, c'est son cycle de reproduction. Ouais. Et en fait, plus tu te décales, c'est là où quand ça déconne, au bout d'un moment, tu ne peux pas la garder éternellement parce qu'en fait, tu décales d'autant ta future production de lait. Et la production d'un veau aussi. Donc, la vache fait qu'un veau par an, donc après, un veau par an. Ah bah, le vélage, 2 mois avant, on la tarira, elle part dehors à l'herbe. Donc la tarir, la vache, c'est... lui couper la production de lait. Voilà. Et après le jour de la mise bas, au bout de 8 jours avant, elle va se former le braguet, il va gonfler, il va se remplir. Et après, quand le jour, tout ça, il y a le lait pour le jour de la production. Hein? Oh, le plus géant, elle a un petit hypertonie, quoi. Et bon, voilà, c'est notre futur. Allez! Ciao, ciao. Allez, allez, elle va te lécher. Elle va me lécher, elle adore ça. Prends-lui là. Maintenant que nous connaissons le cycle d'une vache et les différents critères de choix des éleveurs, parlons de l'insémination artificielle de semences de bovins utiles à la sélection de races et d'espèces. En gros, c'est les tiennes que tu gardes. Voilà, Quand tes vaches elles mettent bas, sur des bonnes laitières, je mets, comme nous on travaille par insémination, ils ont des cahiers où c'est qu'il y a des taureaux répertoriés qui font des vaches de qualité. Et donc du coup, nous on sélectionne ce qu'on veut pour la production. Si on veut qu'elle fasse beaucoup de lait, il y a un taureau qui fait beaucoup de lait, ou soit c'est des taureaux qui font moins de lait, mais que niveau lait, il est plus qualitatif. Donc du coup, voilà, il est plus riche. Sur le volume et le sexe. Maintenant, il y a des taureaux où ils sont déjà sexés, donc ils nous l'inséminent, on est sûr que c'est une femelle. ah bon? Voilà. Ah, je savais pas que ça pouvait se faire ça. Et même maintenant, ils font même des vaches sans cornes, donc les taureaux où ils n'ont pas de cornes. Donc on les insémine et les velles qu'on garde, elles n'auront pas de cornes. C'est quoi, c'est des races ou ça a été modifié? Non, c'est des races, après c'est des croisements entre des taureaux, vaches et taureaux, c'est que des croisements. Des croisements et oui, ils ont des vaches qui font que ça, qui gardent, qui sélectionnent, et des taureaux qui gardent des échantillons, et après ils reprennent d'autres vaches qui réinséminent par-dessus. Et maintenant, passons à la pratique. Là, du coup, Alors, pour sortir le premier jet, avec tes doigts dans l'eau, tu viens serrer en haut, et après avec les autres doigts tu le refermes. Après si tu gueules. Alors là, tu prends la grille. Tu te mets les 4 à plat. Là, je ne peux pas t'aider par contre. Ouais, je le prends là. Voilà, avec ce doigt, tu appuies sur le bouton. Ouais. Voilà. Et après là, celle-là, tu prends de devant, de derrière la porte. Non, voilà, comme ça. Je vais goûter le lait de la vache. Bon, c'est bon. Ça a quelle odeur? Du lait. Là, je bois, ouais, c'est du lait chaud. C'est pas le baillet, ça. C'est pas le baillet, non. Bah, c'est délicieux. Bah oui. Moi, j'aime bien. moi, je suis pas fan du lait chaud, j'aime pas. Le lait froid, à la limite, oui, mais pas le lait chaud. D'accord. Bah, c'est très bon. Je vous invite à boire du lait de vache direct. Il est cru, là, bourré de probiotiques. Bah, là, oui. Là, c'est du Là, lait t'as cru. tout, hein. Là, t'as tout Ouais. les bienfaits des probiotiques.
Et on peut dire merci à nos copines les vaches pour ce bon lait qu'elles nous offrent. Là, donc on les attache pour les faire manger. Et en fait, ce mélange-là, c'est un mélange de concentré, de compléments, on va dire, azotés. Alors c'est un tourteau de tournesol et de soja et de colza. Et en fait, c'est des protéagineux. Et ça permet, donc c'est en forme de tourteau, tu vois, c'est pour ça qu'on appelle ça du tourteau. Il y a des granulés et de la poudre. Ça permet à quoi là Alors ça permet, voilà, parce qu'en fait, une vache laitière, elle a des besoins journaliers, alors il faut qu'elle ait une ration équilibrée pour qu'elle ait de l'énergie et pour qu'elle ait aussi après des protéines. Si tu leur en donnes trop, c'est un poison en fait. Oui, il faut Surtout déjà quand le qu'elles rumen, aient du fouet. voilà, il faut que le rumen il soit lancé. L'ensilage qu'on a là-bas, vous allez le voir après, en fait on l'a fait analyser. Et donc c'est le maïs qui a été coupé avec des couteaux par l'ensileuse, donc ça fait des petits morceaux. Mais c'est un peu comme ça, sauf que bon là il est sec, archi sec. Voilà, et tu vois il est vert comme ça. Ouais. Et en fait c'est un mélange, il y a plein de fibres tu vois. Donc tu as la tige du maïs, tu as la feuille de maïs et en plus tu as le grain qui est tu vois concassé là. D'accord. Je sais pas si tu le vois. Tu le vois là, il y a des petits morceaux de maïs concassés là. Ouais. Tu vois? Et donc en fait ce mélange ça leur apporte de l'énergie, un peu de protéines, mais en fait ça n'équilibre pas la ration. Donc l'alimentation, si on leur donnait que ça, elles auraient des carences en protéines, etc. Donc on est obligé d'ajouter de la protéine végétale voilà. Par le colza. C'est ça. Là, c'est ça, il a pas, tu vois, il n'a pas une mauvaise odeur en fait. Quand tu le sens, Ah oui, tu vois, ça a l'odeur. de quelque Ouais. chose de coupé, mais c'est oui. pas. C'est pas. Alors tu as des ensilages qui sont voilà, beaucoup plus forts, mais ça dépend des conditions dans lesquelles tu les fais et voilà à quel stade tu le Et fais. justement, c'est quoi ces conditions pour la Oh non, alors ça je suis pas d'accord. Et oh, dis donc, coquine, tu vois si on se met là, tu vois pourquoi je veux. Oui. T'es un peu crapule toi. Oui, tu veux faire les gros yeux. Ben, les conditions c'est, il faut avoir le bon stade quand tu coupes le maïs. Il faut pas qu'il soit trop humide, c'est-à-dire trop jaune et trop vert. Il faut qu'il soit déjà un peu sec sur pied, mais pas archi sec. Parce que s'il est trop sec, en fait, c'est comme du foin. Ça a moins de propriétés nutritives pour les vaches. Alors, Donc il faut un certain taux d'humidité quoi. en fait, il faut être au bon stade du développement de la plante et de la croissance de la plante. Et après, c'est le tassage. Parce qu'en fait, tu vois, ça fait un tas comme ça et qu'il faut tasser pour éviter qu'il y ait au maximum de prise d'air et d'oxygène. Parce que s'il y a trop d'oxygène, comme c'est mis sous des bâches noires, en fait, l'été, quand il fait chaud, ça va condenser et ça va Avec développer l'oxygène, des moisissures et tout ça. Alors que si c'est méga tassé, ça fermente, mais à un stade qui est bien pour la conservation et qui n'est pas nocif pour les vaches. Si en fait mais tu travailles mal ton fourrage et tu le fais mal, ben, derrière après tu peux avoir des butyriques dans ton lait qui sont très mauvais et du coup ça fait des goûts très forts Un peu de lait. rance. Ou fait un rance et tu as un goût de fermenté presque, tu vois. Donc c'est pas bon. Et puis même pour les vaches, c'est pas bon quoi. C'est comme si tu mangeais quelque chose qui avait déjà un peu commencé à fermenter, mais pas dans ta panse à toi, tu vois. Tu sens que finalement pour la vache, elle a eu du mal à le digérer. Et donc ça c'est se pas fait bon. ressentir dans le goût du lait. Voilà. Donc voilà, enfin, Ludo il fait énormément attention à tout ça. Et oui, qu'en parce fait, que tu nous expliquais que certains disaient ah mince. le lait ensilage, il y en a ils nous disaient bon, je l'ensilage. Oh non mais votre lait il doit être trop fort. Et encore hier soir j'étais au marché, il y avait des gens qui m'ont commandé du lait, donc là ça fait plusieurs fois. Et en fait ils m'ont dit mais votre lait il est bon. En fait on sent pas que en fait, vos vaches elles sont à l'ensilage, elles sont pas à l'ensilage pur de toute façon parce que vous allez voir on les lâche, elles mangent de l'herbe. Oui aussi. Donc, mais ça ne fait pas un goût en fait d'ensilage pur quoi. Je mets trop de temps, c'est ça? Elle est belle. Elle est belle, ouais. C'est pas des brebis. Hein. Ouais, elle brame, pardon. Donc voilà. Allez. Yep. Donc c'est la batterie. Les vaches laitières, il faut en prendre soin au niveau de l'alimentation parce qu'en fait, c'est des vaches qui produisent pendant 7 mois, elles nous produisent du lait, tu vois.
Et en même temps, elles sont en gestation. Et en même temps, elles sont en gestation. Donc en fait, si tu veux, il faut voilà, il y a des besoins qui sont différents entre des vaches qui font que de la viande et des vaches laitières. Font du lait. Tout le monde le fait d'avoir des vitamines. Normalement, oui. Ah ouais. oui. Ah oui. Même sur des vaches à viande, je vais te dire qu'il y en a, ils veulent vraiment que... Parce que ça conditionne aussi qu'en fait, leur cycle de reproduction soit bien en place et compagnie. Si tu manques de vitamines, si tu manques d'oligo-éléments, ça influe sur ta production tu vois, d'œstrogènes, tu vois. Et donc en fait derrière tu peux arriver à des stades, comme il disait tout à l'heure, en fait la vache elle est en chaleur mais elle prend pas. Mais là nous on respecte les doses, tu vois, comment dire, on surdose pas. En fait on est sur les doses que nous fait comment il s'appelle Oui, parce que comme le technicien. L'herbe aussi à côté, voilà, donc le technicien il adapte les doses en fonction du package. Fait, c'est ça, en fonction du stade de l'année, tu vois. D'accord, ouais. Rien que déjà la plante quand elle la coupe et elle la mange, en fait elle a l'équilibre la plante. Elle a les vitamines qu'il faut et puis elle le capte directement parce qu'en fait c'est frais. Là le problème c'est que le fourrage il est sec. Tu vois, il a été coupé, donc il perd de ses propriétés. C'est pour ça que sur les rations d'hiver et tout ça, en fait on fait très Beaucoup attention à voilà. Mais là l'épacage, voilà. Ouais, ok, c'est intéressant. C'est pas pareil de quoi. savoir que du coup tu adaptes. Oui. C'est calculé. En fait, tu vois, ça, franchement, ça a un bon arôme. Hein. Je dis pas ça pour... Ouais, tu vois, ça sent bon. En fait, c'est presque... Ça a une odeur un peu pas caramélisée, mais tu vois, ça sent comme la carotte, tu vois ce que je veux dire, oui. On sent le côté sucré en fait de la plante, puisque tu de vois, toute façon c'est... tu vois la couleur en fait. C'est plané parce que c'est coupé, mais c'est pas noir et Putain, elles se régalent, les vaches. Ça arrive. Elle me met un coup de nez, par contre. Après avoir vu la traite des vaches ainsi que leur alimentation, on part faire un coucou aux veaux. Bon alors il y a différents stades. Coucou Kiki. Oh coucou les petits. Ça va toi? Ouais, celui-là il est énorme. Celui-là c'est un gros. Un gros là qui fait tout petit. Qui fait poupou. Qui fait poupou. On te dérange? Tu fais des poupous? Oh, ils sont tout petits. Voilà, donc tu vois, on leur met le lait là. Et elles ont le soir avec la tétine et elles boivent. Kiki! T'as déjà bu toi? Tu laisses la copine maintenant? Coucou, Tu vois comment il est carrossé déjà, tu vois, il a déjà les muscles et tout ça. Mais ça vient. C'est quoi comme. Des croisés. Des croisés là? Oui. Des énervants. En fait, c'est des. Quand il a inséminé là, tu vois, il a mis de la génétique pour faire des muscles. Ouais. Pour faire de la viande. Pour faire de la viande. Et du coup, là, après eux, ils sortent ou ils sortent pas? Non, Non, ils sortent et pas. parce que dans un mois, je te dis, en fait, là, il faut qu'ils soient veaux de lait. Il faut qu'ils boivent que du lait. Donc, s'ils sortent, ils vont être tentés de manger autre chose. Hein. Eh oui. Et donc, c'est pas bon. Donc là, en fait, ils restent là pendant... Mais ceux-là, Un ils mois sont destinés les deux à la boucherie. Donc Ouais. on les garde entre 4 et 5 mois. Ah oui, Voilà. ça, c'est C'est bon, pour la ça. boucherie. Et après, les 3 de derrière, ils partent pour l'Espagne en engraissement. Et après, ça part dans les pays arabes, enfin, en Tunisie, de l'autre côté là. Et pour l'Espagne, et c'est engraissé pendant 9 mois là-bas. Engraissés. Et comment ça marche, l'engraissement? Mais là-bas, ils les mettent dans des parcs, ils arrivent, ils têtent, et ils les habituent à la farine de chez eux. Et après, il ne reste qu'à la farine, ils ne sortent pas, ils restent en bâtiment pendant 9 mois. Donc, Ça, c'est le veau qui sera vendu dans les pays orientaux. voilà. Tout le monde récupère les veaux et va les vendre en viande ou c'est ton choix à toi principalement de le faire? Oui, les veaux viande qu'on garde, c'est pour nous la boucherie, pour des clients. Pour des clients, Pour des clients, et après j'ai des négociants qui fournissent des bouchers, des abattoirs, et que là ils cherchent des veaux pour alimenter la SICA à Tarbes, mettons, ou des fournisseurs en viande. D'accord, ok. Ils nous les achètent, et après eux, ils
revendent à la SICA après. Ah, à la SICA, il y a vos viandes, vos vaches. Ouais. Mais c'est pas. Que les vaches. Nous, que les veaux, je veux nous, dire. on vend pas directement à la SICA, on passe par un négociant. Un négociant en fait. Que lui, il a On un n'a pas le contrat contrat avec la SICA et la comprends. SICA lui dit moi Lui, je il est voudrais tant de voilà. veaux semaines. D'accord. Donc lui, il va sur lui, plusieurs prend les veaux que élevages, vous, pour avoir le lui, il quota fait le que tour lui des demande la fermes SICA. pour vendre à la SICA. Nous, tout seuls, si on devait travailler avec la SICA, il faudrait qu'on augmente, si tu veux. Mais nous, on n'est pas en capacité, on ne veut pas, tu vois. Nous, on sait plus, on réduit nos vaches. Donc, réduire les vaches, ça fait moins de veaux. Enfin, nous, on n'en a Et pas tout le temps, et c'est c'est pas, voilà, à la demande. C'est pas... Nous, là, ces deux, on les garde parce que celui-là ou l'autre, je sais pas, on a des clients, en fait, on va casser un veau, par exemple, comme ça, pour 8 personnes, tu vois. D'accord. On Voilà. fait du détail. On fait du détail. Et les génisses, vous les entreposez où du coup? Ben là, elles sont à l'extérieur. Les petites? Les petites qu'on garde, elles sont dehors. Elles sont dehors. Ok. Mais au début, elles sont nourries comme ça. Hein. Pendant un mois, elles sont là. Ah oui, même. Ouais, enfin, on les garde un jusqu'à peu plus, 4 mois. 4 mois, elles 4 sont mois. nourries comme ça au lait. Au Et lait, quand et après on elles les sont habitue à assez- l'aliment, Voilà, après elles de partent en l'aliment, bas et et- après on les met un peu à l'aliment et à l'herbe pour les habituer au package, Les transitions alimentaires. faire la transition alimentaire et après à l'herbe. Ok, d'accord. Regarde derrière toi. On va te bouffer les cheveux. Ouais. Il les a mangés? Non, non. Non, pas vrai. Santé. Et Filou? Et vous, c'est quoi votre avis sur, je veux dire, le libre-échange Mais tu vois, global? on en a besoin d'exporter Oui. nos produits aussi. On en a besoin parce qu'on ne maîtrise pas tout en France, c'est ça le problème, quoi. Si on avait des élevages où on pouvait, tu vois, élever et après... Mais là, on est obligé d'envoyer, tu vois, en Italie parce qu'ils se sont axés sur ce type de production-là. Mais en France, t'en veux plus des élevages Enfin, intensifs. c'est qu'après, c'est en qu'en veulent achetant plus. les gens qui achètent des produits des autres pays, c'est que là-bas, on n'a pas le même mode D'élevage. d'élevage ou de culture. Donc nous, on nous impose beaucoup comment on De revient, rigueur. de Ouais. charges et de trucs. En fait, nous, notre coût de production est plus cher que dans les autres pays. Il faudrait que nos céréales ou nos bovins ou n'importe quoi, on puisse le vendre à ce que ça nous coûte réellement. Pour couvrir nos coûts. Pour quoi. couvrir nos coûts et qu'on se sorte un salaire et qu'on puisse en vivre. Et du coup, le fait de le vendre à l'étranger, enfin, on va dire ça, Eh bien, ça en fait, vous ils permet minimisent, d'être... voilà, si tu veux, un C'est prix ça. quand la viande elle revient en barquette ou tout ça, elle est moins chère. Parce qu'en fait, le coût là-bas de l'engraissement, si on faisait tout en France, là, Ça coûterait la trop viande, cher. elle serait pas à, je sais pas à combien c'est le veau, mais c'est en barquette, c'est que dalle, quoi. Comment ça se fait que ça va coûter moins cher d'aller le faire produire ailleurs? Ben, parce Parce qu'ils qu'on n'ont n'a pas les mêmes normes. normes. Ils n'ont pas les mêmes On n'a normes. pas les mêmes normes. et- Là-bas, moi je veux pas savoir comment ils les élèvent, quoi. C'est toujours pareil. Ah ouais, c'est Quand ça, tu en vois fait, nous c'est un une veau histoire de là, normes. je sais pas quel âge elle a, mais elle a au moins 4 mois, pour arriver à avoir un veau comme ça, il faut en passer des litres de lait, il faut en passer. Là-bas, si ça se trouve, ils foutent je ne sais rien moi, mais de l'alimentation qui est hyper chargée pour que ça fasse du muscle Après, il y a rapidement. Enfin, tu vois. tout ce qui est Intermarché, Leclerc et tout ça, et c'est toujours acheter moins cher, toujours acheter moins cher. Et oui. Donc nous, acheter moins cher, ça nous répercute à nous en fin de ligne. Enfin, Oui. c'est nous qui donnons la matière première, et en fait, on gratte sur nous pour que eux, en amont, ils puissent Avoir plus de marge. baisser un peu les prix, mais qu'ils ont toujours leur marge. Donc Ah là, oui. nous l'acheter au Et prix, vous, votre marge, du coup? Elle est toujours carottée. nous, en elle est fait. toujours carottée. Quoi. Ouais. Donc on est toujours... Si on tu a- veux écouler si on n'a tes pas des veaux, types comme ça pour nous vendre nos produits, eh oui, t'es enfin, obligé. vendre nos produits, on ne pourrait pas les vendre. Donc il faudrait trouver une solution. C'est-à-dire que tu vois, On est obligé, oui, ils nous l'imposent. c'est vrai que si tu veux arriver à maîtriser tout, comme il disait, déjà c'est un métier où il faut être multicasquette, mais si tu veux aller à transformer tout ce que tu produis, Il faudrait de la surface, il il faudrait faudrait, des bâtiments. ouais, il et faudrait des bâtiments adaptés. Faut Si tu veux, agrandir, tu quoi. faut Mais oui, embaucher du monde voilà. pour faire le boulot. c'est ça. Donc à un moment donné, il faut faire des choix, il faut se dire, eh ben, cette partie-là, on la délègue. Quoi. Ouais. On la délègue, quelqu'un prend le relais, et puis après, comment c'est fait, voilà. C'est comme ça. Là, tu sors un veau comme ça, ça fait 160 kg de viande à écouler. Même que tu le divises par 8 personnes, ça fait quand même 20 kg. Et nous, on le valorise à 13 € du kilo. Tu vois quand même le billet que ça demande pour une seule personne. Ouais. Mais sauf que les gens, ils sont pas prêts à mettre... Enfin, il y en a, hein, mais pas tout le Mais monde. Ils sont pas prêts à mettre ce volume d'argent-là sur de la viande et de la stocker chez eux au congèle et de Ouais, s'en mais c'est manger qu'ap- pour 6 ou c'est 7 mois. qu'après, parce que là- C'est le un cas. truc qu'on fait de moins en moins maintenant Voilà. en plus parce que Mais les par gens contre, ils ont vont une vie l'acheter qui au- évolue et qui change. Ils vont l'acheter au compte-gouttes et ils vont le payer 16-17 € le kilo facile à le vendre. Tu vois. Mm. Mais ils s'en rendent pas compte parce que c'est dilué Et par c'est des qu'ap- petits montants. c'est qu'après, Ouais. les clients, ils achètent les morceaux qu'ils veulent. Que nous, sur Ouais. tout le veau, Ça on aussi. dispatche
T'as de tout, quoi. Ils auront de tout. T'as du jarret de C'est veau, pas comme celui qui veut que des côtes de t'as veau, des eh ben, côtes, t'as des il peut pas dire escalopes, je vais prendre que les côtes. Ouais, non. Ah non, Donc il est obligé de prendre de tout. il prend de tout. Il prend de Donc, la il y en a blanquette. que ça il leur prend dérange de- aussi. Donc en fait, finalement, c'est un moyen de faire des économies et en plus de diversifier À l'alimentation, les ouais, goûts et ça, je l'alimentation. pensais, Mais sauf que ça se perd parce que les gens ils sont habitués à manger des choses faciles, pas qu'on fait mijoter. Tu vois, C'est c'est un une peu là, rééducation. C'est un peu le à ce toujours niveau-là. plus de rendement. D'ailleurs, ce que l'on voit dans les études, c'est qu'à l'époque, une famille cuisinait à peu près 2 heures, 2 heures et demie par jour. Eh oui. Maintenant, une famille cuisine une demi-heure par jour. Ah mais quoi. oui, ça, hop, C'est, ça a défait. Ça Sur met les 10 au dernières pochette, années, quoi. ça a évolué comme ça. C'est un peu pour ça aussi, moi, que je me retrouve à avoir du travail. C'est que les Oui. gens, en fait, ils veulent recentraliser l'intérêt sur leur alimentation parce qu'ils se rendent compte que la santé, elle suit pas. Ah oui, mais ça c'est sûr. Parce que Ah, tu mais on fait des diversifies conneries, pas, donc, tu diversifies pas, et en plus de ça, ton produit déjà, sans diversifier ton alimentation, le produit initial que tu achètes, tu cherches à tirer le prix au plus bas, tu achètes le moins cher. Déjà, tu n'as pas la qualité derrière, la nutritive et tout. C'est pas des animaux qui ont été élevés sainement et en respectant plein de choses. Ouais. Donc, on va vite et en plus, on mange pas bien. La qualité du produit déjà qu'on mange, il est pas... C'est un peu le cercle vicieux. Et du voilà. vite fait, T'en penses quoi, toi? On a des aides, les aides PAC, on te donne de l'argent, donc eux ils te disent on vous donne de l'argent, donc vous avez des contraintes. Voilà. Voilà. Mais sauf que les contraintes, à force, c'est lourd, quoi. C'est lourd. Et c'est Moi pas je ça préférerais qui... qu'on n'ait pas la PAC, qu'on n'ait mais pas la que- PAC, mais qu'on qu'on puisse nous vendre juge sur au la prix qualité de notre produit final. que en le fait. prix C'est que le ça. prix soit plus valorisant et Ça après serait que nos beaucoup terres, plus- si on a envie de faire des carottes, on fait des carottes, si on a envie de faire des patates, on fait des patates, si on veut faire du maïs, on fait du maïs. un peu plus de liberté. Qu'on soit, mais c'est à nous, c'est nos parcelles, donc c'est nos champs, c'est à nous, donc qu'on puisse faire ce qu'on a envie d'y faire. Qu'on ne nous oblige pas à dire qu'il faut faire des cultures tournantes, l'hiver il faut, après ça je suis pas contre, Oui, de ne parce pas que laisser pour les les terres sols- nues, tout ça, parce qu'il y en a beaucoup des céréaliers qui sèment au printemps, mais tout l'hiver il n'y a rien dessus. Là c'est vrai qu'avec le mauvais temps, les pluies, les inondations, enfin avec les pluies, Il y a l'érosion faut du mettre, sol, faut c'est mettre sûr, des ça. plantes pour garder le sol en état. Mais après, nous imposer des trucs, non. Voilà. Et c'est parti pour une promenade au soleil. Allez, allez, c'est toi qui mène le troupeau. Nos éleveurs mettent un point d'honneur à sortir leurs vaches en pâture tout au long de l'année dans divers champs. C'est un élevage familial qui se suit de père en fils, inscrit dans un esprit de permaculture allant de la graine au lait. Allons observer leur culture de protéagineux. Avec ça, ils récupèrent le grain qui nous sert à l'alimentation des animaux. Les céréales. Ils le donnent soit en grain pour les brebis, soit en farine pour les vaches. Et en fait, la tige, il s'en sert, il fait la paille avec, La litière. qui nous sert pour faire... C'est qui fait ça? Eh ben nous. Ah ouais. Il n'y a que le grain. Tu dis il fait? Eh bien Ludo, en fait, Ça va devenir tout jaune. paille. Jaune paille. Ça va sécher Ça pendant va l'été. sécher. Ouais, ça se ramasse fin Parce que là, juillet. le grain, il est... Fin il est juin, pas début fort, il est juillet, pas tout dur, il est dépendra pas- du temps. Ah, ok, Et après, on se base surtout à la graine. Ouais. La paille, après, s'il vient à faire beau, elle finit de se sécher. Une fois qu'on l'a coupée, ça finit de se sécher. Mais par contre, il faut qu'on se base au grain, qu'il soit mûr, à point et sec. Et après, sur mes cultures, moi, je fais que le désherbage d'herbe. Vous limitez le traitement Ouais, à moi, son je- juste service. Voilà. Que Moi- s'il y en a besoin. Moi, je fais surtout pour l'herbe, parce que l'herbe, si on laisse t'étouffe, pousser l'herbe, là. elle monte plus haut que la céréale. Et en fait, ça ferait comme ça. Là. Il reste parti là, tout ça là, qui serait dans le champ. Donc ça, après à la moisson, et après au niveau du stockage, ça fait
ça rend le grain humide, ça garde l'humidité au grain. Et donc là, c'est sujet à avoir des problèmes de stockage. On le fait ça une après semé, comme ça on limite que l'herbe pousse par la suite. Il fait un traitement quoi. Un Il y en a, ils font un Un traitement de désherbage. désherbage. Les gens en fait qui achètent en grande surface, ils font confiance parce qu'il y a la marque Bigard, parce qu'il y a la marque, j'en sais rien, d'autres marques, Label Rouge, bon. Mais moi ce que j'aimerais juste, c'est que si les gens ils ont le temps et qu'ils soient intéressés, c'est qu'ils aient la démarche d'essayer de trouver en local, à aller acheter en local des produits. Il y a des producteurs qui travaillent et qui méritent qu'on leur fasse confiance en fait, parce qu'ils ont l'implication, ils ont la démarche, ils ont envie de faire bien et ils méritent autant que des gros groupes comme Bigard de pouvoir vivre de leur métier et de faire partie voilà, de la filière alimentaire et de pouvoir nourrir des bouches quoi. Voilà. Et c'est juste ça que moi j'aimerais que les gens, ceux qui sont intéressés par ça et qui ont cette envie de savoir cuisiner des produits différemment, d'avoir cette approche de l'alimentaire, qui puissent. Il y a des producteurs dans le coin, il y a vraiment des producteurs qui font un chouette métier et qui n'attendent que de pouvoir répondre à leurs questions s'ils ont des questions et de vendre leur production avec fierté parce qu'ils ne rougissent pas de leurs pratiques, ils sont droits dans leurs bottes et voilà. Moi c'est juste ça que nous on est là, on existe quoi. On attend juste que les gens ils viennent à nous quoi et que voilà. Il faut que les consommateurs ils reviennent à l'essentiel d'autrefois. Voilà. Qui lâchent les supermarchés et qui regardent autour d'eux les produits. Les supermarchés on est obligé d'y aller, nous les premiers, on ne se produit pas tout. Ils se plaignent du porte-monnaie mais bon après c'est... Et leurs dépenses aussi. Parce mais même en dehors du porte-monnaie, en fait, ils feraient beaucoup plus d'économies s'ils régulaient leur consommation mais bien et sûr. qu'ils achetaient du vrai. Quoi. Ouais. Nous, on fait du mieux qu'on peut notre partie. Mais si on n'a pas le client, nous, on n'existe plus. C'est clair. Nous, c'est le client direct qui nous fait bien. C'est pas de vendre à des intermarchés ou par des revendeurs. De la graine au lait, que dis-je? De la graine au fromage. Après avoir vu le déroulé du quotidien à la ferme, passons voir ce qu'il se passe du côté de la fromagerie. Et c'est parti, nous voilà à la fromagerie Loubelotte et on va retrouver donc Julia qui va transformer le lait des vaches que nous avons vu juste avant. Et bonjour, bienvenue dans mon univers. Merci. Voilà, donc là je vais vous montrer la partie fromagerie. Là on va faire quoi Julia? Alors aujourd'hui on va mouler des fromages. Yes. Alors c'est des petits fromages, un peu comme les formats qu'on trouve en chèvre. Voilà, c'est des fromages lactiques qu'on appelle. Donc moi je les fais avec le lait de nos vaches. Donc on va faire ça, on va mouler des fromages. Donc voilà. Le top de voir ça me rappelle la recipe quand je faisais des stages. Ça c'est les moules à camembert. Ouais, voilà. Alors moi c'est mes moules. Ah. Les vrais moules à camembert ils sont plus petits, plus étroits. Mais du coup... Mais toi comme tu es généreuse, je te fais les plus ouais, gros et voilà. et plus larges. C'est ça. Parce que moi je fais remonter ma température avec 3 degrés. Ah oui. Parce qu'en fait là, le cahier qu'on va mouler, il est dans cette pièce, tu vois. Et là la température elle est à 21-28. Donc en fait mon cahier il est à cette température là approximativement. Donc quand je vais le mouler, il faut essayer qu'il n'y ait pas de cassure de température. Parce qu'en fait, ça va conditionner comment ton fromage il va s'écouter et tout en moule. Ah, c'est minutieux en fait. Ouais, en fait, le fromage, c'est que des températures. C'est ça qui conditionne après la texture que tu vas avoir de ton fromage et aussi l'aspect. Parce qu'en fait, si ton cahier il s'égoutte pas bien, il va rester plus d'humidité et donc après derrière au niveau goût et au niveau texture, c'est pas le rendu que tu souhaites. Je vais mouler, mais je vais tester l'acidité de mon lait avec cet instrument-là. Voilà. Fabuleux. Et en fait, ça va verrouiller un peu ma transfo en me disant c'est bon, j'ai atteint la bonne acidité, je peux mouler. Donc ça veut dire que indirectement, mes ferments, ils ont bien travaillé. Toutes les bactéries qu'il y a dans mon lait, elles ont bien travaillé, elles ont bien acidifié, donc elles ont bien fait leur job. Donc je peux en fait mouler en étant un peu plus confiante parce que j'ai fait ces vérifications. Donc en fait je note tout. Là tu notes. Ouais, fabuleux. Je note tout ce que... Très minutieuse. Ouais. Quand on achète du lait dans les grandes surfaces, en fait c'est pas un seul lait d'un seul éleveur. Très souvent c'est un mélange de différents laits.
et on parle de lait français. Alors que là, pour le coup, on a vraiment le lait local, quoi. C'est notre lait, il a subi aucun traitement. En fait, après, derrière, il est directement transformé. On ne lui fait pas subir de traitement thermique pour le pasteuriser ou quoi que ce soit. Donc, c'est le lait cru que je transforme. Et c'est là la richesse de travailler avec des bactéries en lien avec notre élevage. Parce qu'en fait, chaque élevage a ses propres bactéries. C'est là la différence avec le pasteurisé. Ah, dans oui. la pasteurisation, par le montage en température, on enlève. Vous enlevez toutes ces bactéries qui sont en lien par nos élevages, par nos pratiques, quand on tire le lait, etc. Donc en fait, les bactéries de la ferme, vous en avez plus. Tu le vois que sur du lait cru, parce que sur du lait pasteurisé, ils s'en fichent. Le lait, il est comme il est, vu qu'il monte tout à des températures, il pasteurise, tu n'as plus rien dedans. Tu n'as plus toutes ces petites bactéries qui sont essentielles à faire une diversité, une typicité. Le truc de la pasteurisation, c'est qu'on va monter le lait à un certain degré pendant un certain temps. Généralement, c'est 95 degrés ou 120 et ça va être sur un temps assez court. Et hop, après, on le remet à température. En faisant ça, le but, c'est justement d'éliminer les bactéries dites pathogènes. Le truc, c'est que il n'y a pas que les bactéries pathogènes qui ne résistent pas à la chaleur, il y a aussi les bonnes bactéries. Et c'est ce que nous explique Julia avec les bactéries de chaque ferme. Un peu comme chaque être humain a ses propres bactéries, son propre microbiote intestinal, et bien chaque vache, c'est exactement pareil. Et plus on va avoir cette corrélation entre les vaches, cette communication, cette connexion entre les unes et les autres, plus elles vont créer leur propre microbiome. Propre à la ferme. Bon, maintenant, on va ouvrir. On va aller voir notre cahier. Voilà. Vous voyez, déjà, ça sent une odeur agréable, en fait. Ouais. Donc là, vous avez, vous voyez, le gel. Le petit lait qui remonte. Donc là, notre gel, il a pris. Ok. Donc là, c'est bon. Là, je vais tester l'acidité et le pH. D'accord. Et je vais voir, donc, si mes bactéries, elles ont bien réagi. Si l'acidité est bonne et le pH est bon, on moule. Yes. Ok. Voilà. Ils sont forts le lait quand même. Mais là, c'est parce là, c'est du lait, mais tu as les bactéries qui ont joué. Donc en fait, elles ont développé des odeurs. Tu vois? Là, la formation du lactosérum, en fait, c'est les bactéries qui, en mangeant le lactose, vont venir sécréter derrière le lactosérum, qui est très protéiné. Elles vont libérer des protéines en consommant le lactose. Et en fait, c'est l'action de la présure qui fait figer le caillé, en fait. Donc le lait, il passe de l'état liquide à l'état solide. Et les bactéries continuent à manger le lactose, elles font de l'acide lactique et en plus, elles dégagent ce lactosérum, ce petit lait. Donc je vais faire goûter le petit lait. Le petit lait. Le lactosérum. Merci. À la vôtre. Moi, c'est un goût, on n'est pas habitué. Ah ouais, c'est acide. Ah oui, on le sent. Oh, c'est trop bon, j'adore. C'est une acidité, c'est pas comme si tu mangeais du citron pur, tu vois. C'est acide, mais c'est pas, tu vois. C'est vraiment bon, mais vraiment. Et oui, parce que c'est très riche. Et maintenant, place au moulage. Je te montre, je moule le premier. Ouais. Comme ça, tu vas voir jusqu'à quel niveau il faut que tu moules. Ok. Pour qu'on ait une régularité, tu vois. Il faut que tu sois, tu vois, à peu près à ce niveau. Tu vois que tu laisses 5 cm en haut. Ça marche. Voilà. Ok. Et là, tu peux y aller. Allez, c'est parti. C'est du brouillé, hein. Mais oui, il se débrouille bien. Comme ça, c'est bien. Là. Ouais, ben voilà. Là, c'est bon, t'as rempli la première. Parfait. Alors Samantha, ça te plaît? C'est très satisfaisant. Alors, hop, maintenant je vais me les enlever de là, je peux les mettre ici. Donc là, c'est du lait, enfin C'est du caillé, c'est du lait caillé, enfin, prêt pour le moulage. Donc tu peux goûter. Oui, vas-y. Je ne vais pas t'intoxiquer.
Mais il y a tellement de saveurs, c'est incroyable. C'est hyper goûtu. Et revenons-en à nos fromages, jetons un œil en salle de ressuage. Ah ouais, c'est hyper bon. Et la salle de ressuyage, en fait, tu ventiles vachement. Donc, tu assèches la croûte en surface de ton fromage pour laisser la place aux champignons. Il a l'humidité de l'intérieur du fromage et l'extérieur est chaud. Et en fait, du coup, ça va pousser. Là, je vais te montrer sur le camembert pour que tu comprennes. Là, ils sont encore, tu vois, on voit, mais léger. Oh, ça sent bon. On voit, mais pas beaucoup en fait. Tu vois pas trop le duvet encore qui s'est installé. Ouais, très léger. Tu vois, il faut 3 jours pour que ça sente pas mal. Ouais, ça sent super bon. Si là, tu vois, on le voit. Regarde l'angle. Tu vois le croûtage là? Ouais, là j'ai l'angle. Est-ce que tu vois que c'est un peu plus blanc? Oui, c'est blanc, oui. Tu le vois? En fait, ça pousse très vite une fois que le champignon il s'installe. Et du coup, là, tu as les flores d'affinage qui commencent à se développer, tes levures qui font le croûtage. Elles vont venir assécher la surface de ton fromage et là va démarrer ton affinage. Là démarre vraiment l'affinage. Quand tu as la flore qui, tu vois, là ici on le voit contre la grille, on voit que tu vois, il y a quelque chose qui se crée là. Il y a des petits filaments. Ouais. C'est des cheveux, quoi, des petits poils. Ouais, il y a des petits poils qui se créent. Mais c'est tout léger. Hein. Ça va vite. Tu vois, ils sont encore hyper humides. Tu vois, c'est ventilé et avec l'action de la ventilation et de l'humidité, en fait, après, ils vont devenir tout blanc. Ça sent un peu comme le stracciatella. Fromage blanc chocolat. Tu vois, ici, Oui, c'est vrai. ils ont ce duvet là. Tu vois, alors ici, ça sent beaucoup plus fort. Hein. Mais tu vois, ce duvet là va pousser. Oh, ça donne faim. Tu le vois? Tu vois, et là, ça sent beaucoup plus fort. Parce que là, c'est vraiment l'action du croûtage. Et en fait, tu vois, le duvet, dès que tu appuies, Ouais. il se plaque. Et là, pour vous montrer les autres fromages. Et en fait, c'est ce duvet-là qui pousse dans cette pièce. Et quand le fromage est recouvert de ce duvet-là, C'est pas le même, hein. non, c'est pour ça que c'est pas les mêmes croûtes. C'est tout petit. par Mais oui, rapport au à ce que tu as moulé, oui. De quoi t'as montré quoi? Regarde, là, C'est la pyramide qu'elle a moulée tout à l'heure. ça c'est la pyramide qu'on a pu mouler, Tout à l'heure. Celle-là. qu'on a moulée jusqu'en haut. Quelle est la problématique la plus impactante que vous remarquez dans le monde agricole? Ou du moins dans la vente de fromage Oui, le démarchage commercial. Le démarchage commercial, quoi, Voilà, enfin, le que marketing, les gens quoi. ils viennent te voir à toi, qu'ils sachent où trouver tes produits, que voilà. C'est arriver à dire on existe, en fait on est là. C'est surtout ça qui est dur. Et après, il faut être cohérent sur le prix. Et, voilà, Oui, c'est ça, savoir aussi. que ça soit attractif aussi, quoi. Ouais. Mais il faudrait un truc, des points de reliement où il y aurait plusieurs producteurs, faire des petits marchés, petits ouais, magasins, ouais. même pas faire comme les grandes surfaces, mais qu'il y ait des magasins de producteurs et dans des endroits bien précis. Quand on livre à Intermarché, mais bon, ils nous mettent dans un rayon, ils nous mettent en rayon, mais bon, À côté de ils font- choses qui sont... ils font pas l'effort derrière, ils nous prennent des marges sur nos fromages, fou. mais c'est nous à aller en magasin pendant une demi-journée, Pour aller faire faire notre pub, notre quoi. pub pour vendre le fromage. Alors que là, c'est un peu aberrant. Alors, il faudrait qu'ils le vendent à notre prix, et nous, s'il faut qu'on aille se Le démarquer, mettre en rayon et le tout mettre ça, en on le rayon. ferait, quoi, mais Il pas faudrait que qu'ils ça prennent soit. autant de marge. Et Il puis, faudrait qu'il y ait dans les magasins, il y aurait un rayon de producteurs, mais c'est Avec pas tout le mélangé reste, avec quoi. tout le reste, quoi. Comme ça, ils verraient C'est vraiment pas assez ce clair, qui se hein. fait en local, quoi. Et moi, je me rends compte, ce qui marche très bien, c'est les marchés de producteurs, où en fait, on se regroupe, alors chez l'un des producteurs souvent, et on trouve de la viande, on trouve des légumes, on trouve des produits laitiers, et du coup, les gens, en fait, ils font leur semi-course Ils font le d'éléments frais. vitaux, Ils font les courses de frais voilà. en même temps. d'éléments de base. Ce qui se passe, Voilà, c'est ce que fait on Benjamin. fait chez Benjamin à la chèvrerie Bigourdan, et ce que je fais aussi à la ferme du Padouin. Ah, même. Et ça à main. Donc ça fonctionne bien parce qu'en fait le client il vient. Alors déjà il sait que c'est que des producteurs. Parce qu'aussi il y a un peu ça il en a pas parlé Ludo, mais sur les marchés, on dit qu'il n'y a que les anciens et tout, mais sur les marchés il n'y a pas que des producteurs, il y a aussi des revendeurs. Donc le consommateur, en fait le client,
s'ils ne posent pas la question aux gens, eh bien, c'est le flou artistique, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui sait que quand tu vends ta production, tu as le droit de marquer que c'est des produits fermiers, en l'occurrence sur les produits laitiers. Bon, y a très peu de maraîchers qui marquent « je vends ma production » en fait. Donc le client, il ne sait pas si c'est vraiment le producteur qui vend mais ces légumes qu'il a produits lui, ou si c'est des revendeurs, quoi. Dans les marchés, il y a de tout. Donc c'est ça aussi qui est un peu dommage. Et que s'il y avait des rayons en grande surface où ça serait les productions locales, ben, le consommateur, il sait déjà que c'est des producteurs. Ils font la mise en rayon, ils font... Il n'y aurait pas besoin, quand on fait les manifestations, ça, local, quand ils mettent sur les... Oui, quand ils vont dans les grandes surfaces pour les GIA et tout ça, voilà. Coller des étiquettes, bon, ça vient de loin, ça vient de local, de pas France local. Ou pas. La grande surface, même nous, on est les premiers à ne pas pouvoir ne plus y aller. On a plein des produits d'hygiène, des produits tout ça. Les marchés, c'est que le jeudi, et après toute la semaine, il faut quand même consommer les papiers après, toilettes, les voilà, gâteaux et tout ça. Tu es obligé d'y aller. Le sucre, la farine, l'huile, tu ne le trouves pas au marché, tu es obligé d'aller en grande surface. Ouais. Tu ne le trouveras pas, ou en épicerie, mais l'épicerie, c'est une petite grande surface. Ça on en revient toujours au même. Là, on passe en phase de retournement, 7 heures après avoir moulé les fromages. Moi, les fromages, déjà, il y a moins l'effet gel. Ah oui. Tu vois? Donc là, il y a déjà un côté, alors ça, on fait le retournement pour qu'il s'égoutte, mais aussi pour qu'il ait une jolie forme. Parce que sinon, ton fromage, il va avoir une forme où tu as... Voilà. Croûté en bas et tout arrondi au-dessus. C'est pour ça. Là, hop. Le fromage, du fait de la gravité, il est passé dans tous les petits ronds, dans tous les petits trous. Donc déjà, il s'égoutte moins bien parce que les trous sont bouchés. Tu vois? Là, de nouveau, tu as les trous, ils sont libres pour pouvoir laisser échapper le reste de sérum en trop, quoi. Et tout à l'heure, Julia, du coup, tu nous expliquais aussi la différence entre les artisans fromagers et les fromages fermiers. C'est ça. Que peux-tu nous dire à ce sujet-là? Les artisans fromagers, c'est des gens comme moi qui transforment, avec la différence qu'ils n'ont pas d'élevage. Donc en fait, ils achètent le lait, ils sélectionnent leurs producteurs, j'entends, mais ils n'ont pas l'élevage, donc ils ne transforment pas leur propre lait. Sauf que nous, on a la notion qu'on transforme notre propre lait. Donc en fait, quand on vend nos fromages, on peut mettre la nomination fromage fermier ou yaourt fermier si je faisais des yaourts. Mais du moment qu'il y a la notion et le terme fermier, ça veut dire qu'il n'y a pas de distorsion entre l'élevage qui produit le lait et l'atelier qui transforme. C'est qu'en fait, on transforme du lait de ferme et de notre ferme. Voilà. Tu vas voir, en fait, ton cahier, tu vois, il y a les traits du store. Donc, en fait, ici retrouver, en fait, d'avoir retourné, on va avoir ces traits de chaque côté. Donc, c'est beaucoup plus joli pour la bûchette. À l'affinage. C'est qu'en fait, nos fromages, tu vois, on les retourne pour que le croûtage se fasse de façon uniforme. Et en fait, on s'assure aussi que le développement se fait comme il faut. Parce que des fois, la croûte, elle ne se fait pas de façon uniforme. Tu as des zones où ça ne pousse pas. Alors là, ça te donne souvent une indication que tu as trop salé à un endroit. Parce que le sel, il enlève le développement. Ça, c'est pas lié au fait que... C'est juste que, tu vois, ça avait adhéré, ça avait traversé, et quand j'ai retourné,
Mais la croûte qui s'était faite, alors tu vois, elle se refait, mais ça s'est arraché. D'accord. Donc si tu veux, il faut que je le mette dans l'autre sens, pour pas que ça retombe dans les mêmes traits de la grille et que ça recommence. Je suis concentrée, hein. Je regarde pas la caméra. Elle existe On m'a dit, elle n'existe pas la caméra. Donc moi j'écoute. Ça, c'est ce que tu prends pour ce soir. Ouais, c'est ce que je prends pour ce soir, plus les autres que j'ai là-bas à finir. Quand tu vas chez ton fromager, c'est le meilleur moyen d'avoir le fromage sur mesure parce que quand tu vas au supermarché, tu dis pas je veux un fromage plutôt crémeux. Tu sais pas. En général, moi je leur pose la question, les clients que je connais pas, vous cherchez un fromage avec quelle texture? Et s'ils me disent moi j'aime bien qu'il court tout seul, mais tu vois, je vais les aiguiller vers un fromage qui va leur faire plaisir au niveau gustatif parce qu'ils auront ce qu'ils attendent en fait. Que quand tu achètes dans la grande surface, à moins de te le faire affiner chez toi, mais ils n'ont pas ce conseil parce qu'en fait ils n'ont pas la personne derrière qui fabrique, qui va leur dire tu le gardes à telle température pendant tant de temps, tu vas voir, tu vas arriver à ça. C'est presque là où moi j'apprécie le contact vente directe parce que quand tu travailles avec des magasins, des revendeurs comme des crémiers, en fait tu leur vends ton fromage au stade où toi t'estimes qu'il peut plaire à la majorité des gens. Sauf qu'en fait si eux derrière ils ne savent pas conseiller le client, mais le client il va l'acheter pensant à avoir un fromage type camembert crémeux, hyper souple au niveau texture et déjà affiné. Et en fait il va avoir peut-être un camembert jeune, il va se dire mais il est infâme ce camembert, à son goût à lui. Alors que si il avait eu le producteur en face et que moi je lui avais posé la question ou un autre producteur, mais là tu vois, tu conseilles mieux et du coup la satisfaction du client elle y est. Allez, on va préparer le marché du coup. Allez, on va préparer le marché du coup. Sur ma partie fromagerie, c'est en fait arriver à gérer la partie fromagerie, mais à faire suivre aussi toute la partie encaissement client et tout ça. Parce qu'en fait, moi je fais des factures à toutes les livraisons que je fais, mais il y a un suivi derrière. Et ce suivi-là, si on ne le fait pas, au bout d'un moment, tu es vite largué à ne pas savoir si les clients t'ont payé. Donc en fait, toute cette partie administrative, elle est hyper lourde. Si on étend en pourcentage l'énergie ou le travail que te prend justement la partie administrative, C'est 60%. 60%. Ah oui. Ça, c'est, on va dire, un des plus gros problèmes du monde agricole aujourd'hui. Ah oui, parce qu'en fait, tu as des papiers à faire tout le temps. Lui, sur la partie élevage, il faut tenir à jour sur le registre sanitaire, donc tous les traitements qu'il peut être amené à faire si une Que vache ce est soit pas sur bien. les bovins ou sur les cultures, Voilà. je dois tout noter, tout ce que je mets, tout ce que Du je moment fais. qu'en fait, il rentre dans une Mais parcelle... ça amène à rien parce qu'on sera peut-être contrôlé une fois Oui. par là. Mais c'est la réglementation. Même on qui n'aura veut ça. plus les vaches, mais bon, il faut tout noter. Ah quoi. oui. Enfin, il faut Il y a toujours, des vaches qu'on a vendues parce que voilà, on les a réformées. Mais en fait, on a les traitements qui sont répertoriés, comme si on avait toujours la vache. Enfin, tout est source de déclaration. Donc en fait, c'est mais ça, plus ça, plus ça. Et au bout d'un moment... En fait, ils veulent se couvrir que si jamais il y a, mettons, un souci, problème sur le voilà. temps calé ou un truc, et bien, ils vont revenir nous toquer. Ils vont retruc, pareil, ça viendra de chez eux, mais ils veulent que ça soit tout noté, tout machin. Alors peut-être qu'on aura fait tout dans les salons, ouais, mais vous avez eu une vache à problème, donc vous avez dû l'y mettre. Voilà. Alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Ah, pas du tout. Ah non, plus ça va et plus c'est lourd en fait tout ça. C'est la qualité, c'est la traçabilité, Ouais. donc le cahier des charges. C'est ça, mais et en ça fait, repose c'est... un peu sur vos épaules. Quoi. Ah oui, totalement. Mais c'est que les usines, si eux ils merdent, c'est pas... Enfin, ils se mouillent pas trop, mais par contre, nous, si on fait un petit pépin, par contre, ils vont venir nous toquer, on va prendre cher. Quoi. Ils ont Enfin, des c'est moyens ça. de rebondir eux aussi. Voilà, Buitoni, là, ils avaient leurs soucis sanitaires, c'est pas pour ça que les gens n'achètent plus du Buitoni. Nous, à notre échelle d'éleveurs C'est pas forcément de la fermiers, matière première, quoi. nous en C'est fait... eux qui merdent, c'est eux qui merdent. Voilà, nous, si on a le Ou le moindre lait souci, contaminé des nourrissons, là, le lait en oui, poudre, c'est pas pour ça qu'ils c'est en leur vendent silo plus, qui quoi. était pourri, et finalement, le lait il était très bon, enfin, le lait qu'on leur a fourni, Ah, enfin, pas nous, mais oui, ceux d'autres qui éleveurs. travaillent avec eux, quoi. Mais bon, ils peuvent très bien te détourner sur toi. Ou...
La PAC, c'est pareil, on déclare les cultures sur mes parcelles, c'est un truc sur le téléphone, toutes les cultures qu'on fait, une application. Et après, on les photographie pendant tous les 3 jours pour voir ce qu'on fait sur les parcelles. Et il faut que ça soit en adéquation avec les déclarations qu'on fait. Si c'est pas en adéquation, en cas de contrôle... Après, c'est facile. Maintenant, c'est par satellite. Avant, c'était par hélicoptère tous les 15 jours. Maintenant, c'est par satellite. Donc, ils zooment jusqu'à 20 cm du sol. Et ils voient si on a touché la terre, si ça pousse pas. On est surfliqué, mais ça apporte quoi, au final, au consommateur? Parce que le consommateur, si on a fait 50 arts de plus de maïs alors qu'on ne l'avait pas déclaré à la PAC, eh bien, ils vont nous pénaliser parce qu'on a fait 50 arts de plus de maïs. Voilà, on demande toujours plus, mais quelqu'un qui veut détourner, il peut en fait. Sur papier, tu peux faire tout ce que tu veux. En fait, c'est ça. Mais ils ne viendront pas contrôler. Tu marques ce que tu as mis marqué. Alors c'est ça qui est un peu... Ça, c'est un peu comme les arrêts maladie, enfin, je veux dire par là. Si tu as quelqu'un, si tu connais quelqu'un... S'il veut faire tirer, il va dire qu'il a mal quelque part, mais c'est même pas, il va se faire prolonger. Ça, c'est toujours pareil, il y a de la magouille partout. Il y a de la magouille partout. C'est pas ça qui va faire que les gens auront des meilleures pratiques que d'autres, en fait. Donc c'est pour ça un peu qu'il y a ce ras-le-bol dans l'agricole. C'est que on est mis au rang comme si on ne savait pas travailler, comme si on faisait n'importe quoi. Et ça, c'est, soi-disant l'Union européenne, mais on fait bien importer des produits qui viennent de l'autre bout du monde et qui ne font pas tout ça et qui n'ont pas cette réglementation-là. Et c'est là où c'est rageant, en fait. C'est que si on était tous mis à la même enseigne... Que tout le monde soit comme nous. Mais sauf c'est que tout non. Le monde ou personne. Et voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il y a ce ras-le-bol. Et nous, on veut être tellement... Oui, nous, on va être plus blanc que blanc. On va être plus fort que tout. Exigeant avec nous-mêmes. Voilà. Oui. Là, on arrive dans la salle de vente. Voilà. Donc je vais préparer ma salle puisque j'ai le magasin qui ouvre dans 5 minutes. Moi je vais prendre un riz au lait. Ils sont bons ces riz au lait. Les riz au lait, pépita. Tu conseilles? Ah bah je recommande. C'est même pas je conseille. Là tu vois je vais ouvrir comme ça tu vas voir. Ah, génial! La différence de composition du fromage. Ton fromage, il est plus affiné là. Le cœur ferme, tu l'as toujours. Mais l'action d'affinage a fait que, en fait, ça a modifié la texture. Il est d'autant plus crémeux là, tu vois. Et en fait, quand ton fromage il est coulant, c'est que en fait, l'affinage, les actions entre la croûte et l'intérieur, elles se sont faites de façon intégrale. Elles ont mangé tous les constituants en gros qui jouent sur cette texture ferme. Et t'as que du coulant. Là, en fait, t'as plus de bactéries qui se sont développées, ce qui fait que ça rend coulant la partie crémeuse. Là, il y en a un peu moins. Voilà. Et juste pour préciser, donc celui-ci, il a 15 jours. Celui-là, il a 1 mois. Tu en veux? Hein? Oui. Hein? Puisque toi qui goûtes tout. Voilà. Bon appétit. Ouais, là, on sent bien qu'il est frais à l'odeur. Voilà. Pour moi, il n'y a pas assez d'arôme. Mais après, c'est une question de goût. Là, il est tout frais. On fait du frais. Moi, il commence à avoir du goût quand même un peu, mais c'est léger. Celui-là, il va en avoir beaucoup plus. Qu'est-ce que j'aime la vie. Ouais. Et tu te fais du bien en plus quand tu manges ça. Celui-là. Ah oui, il est beaucoup moins frais. Et puis le côté crémeux fondant. Ah oui, il est fondant là, enfin, ça se sent. Il est plus fort, hein? Il est plus fort. Donc là, c'était les petits fromages comme ça. Après le réconfort des dégustations, nous partons en vente directe au marché. Et comme là nous sommes mercredi, on va retrouver Julia vendre son fromage et ses fameux riz au lait à la chèvrerie Bigourdane. C'était horrible. Par semaine, non même 3. Donc le mercredi à la chèvrerie Bigourdane, je vends le mercredi soir. Après le vendredi, une semaine sur 2, je vais donc à la ferme du Padouin à Meux. Je suis tous les samedis matins au marché à Vic et là pareil, tous les 15 jours, je fais le marché de Bordeaux. Et après, j'ai la fromagerie avec le magasin et en fait j'ai des horaires aussi là.
Le mercredi matin, je suis ouverte. Le vendredi matin et le jeudi soir. Ah ben moi je suis à 6 € le camembert, alors qu'en grande surface, pour parler de la grande surface, vous l'avez à de 80, moins de 3 €. Quoi. On compare, mais c'est même pas comparable parce que c'est pas des produits fermiers déjà. Et puis derrière, vous n'êtes pas en lait forcément entier, vous n'êtes pas en lait cru, vous n'êtes pas. Ils sont que fabricants en fait, c'est ça. Et après toute l'autre partie, c'est pas eux qui le gèrent, donc ils peuvent pas savoir. Enfin, c'est que nous sur le prix du fromage, on calcule tout de A à Z, de la production de lait jusqu'à la vente du fromage. C'est ça. On est sur des rapports complètement différents par rapport au produit initial qui est le lait, quoi. C'est différent. Vaut mieux manger un produit peut-être plus cher, mais comme tu dis, en se régulant, en mangeant moins, mais en mangeant du bon. Et c'est valable pour toutes les filières. Manger de la viande, il y a une diversité de viande. C'est ce que les gens, en fait, ils y réfléchissent pas. Ils voient que le prix, en fait, que ça leur coûte de faire les courses. On a quand même un rôle à jouer, on a un impact, quoi. Qu'est-ce qu'on a envie de faire et de voir perdurer dans notre territoire. Si on veut toujours voir des vaches qui packagent, qui sont dehors, qui valorisent nos terrains, qui les entretiennent. C'est un travail d'équipe entre le consommateur et le producteur. On ne peut pas être dissocié. C'est qu'en fait, c'est ce qui a fait et conduit l'agriculture d'aujourd'hui, c'est qu'en fait les gens ils sont dégoûtés de faire ces métiers-là parce qu'en fait ils n'arrivent plus à vivre de leur métier. Mais pourquoi ? Parce qu'on les a déconnectés de la vente et du client consommateur. Il n'y a plus de direct producteur-consommateur. Maintenant, on y revient, mais c'est pas facile parce que les habitudes alimentaires, les choix de dépenses financières ont été aiguillés peut-être sur, comme tu disais, du plaisir, du loisir, mais pas forcément sur les besoins primaires de la consommation nutritive, de devoir s'alimenter tous les jours et sainement, etc. Et nous, on a besoin de ça, Vous venez donc de découvrir sur la chaîne Loupaïsa une nouvelle ferme, la ferme Loubelotte, qui nous produit du bon fromage de vache et qui va jusqu'au bout de la transformation avec des produits frais comme les fromages, le lait, le riz au lait. Franchement, le riz au lait, il est exquis, il faut le goûter au moins une fois. On les remercie très très fort pour nous avoir présenté leur ferme et ouvert leurs portes. Et aujourd'hui, on vous quitte avec une prochaine vidéo plus tard. Allez, à Dichat Beroy. Est-ce que tu as dit le bon lait ? Oui. Et surtout un très très bon riz au lait. Moi, c'est le truc qui m'a le plus... Ah, le riz au lait, il est fabuleux.